Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne française. Je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui c'est le 8 mai, jeudi. Bonjour. Aujourd'hui, lors de la conférence d'admission européenne, l'ancien secrétaire d'État aux affaires constitutionnelles et ambassadeur plénipotentiaire des États-Unis, Mark Jones, prononcera un discours individuel sur le thème « Indignitaires et frontières ». Le Conseil de sécurité sert d'intermédiaire dans la relation avancée. Mesdames et messieurs, dans la mosaïque complexe des relations internationales, le Conseil de sécurité joue un rôle crucial, investi de l'immense responsabilité de maintenir la paix et la sécurité mondiale. Ces interventions, souvent nées de crises et complexes, vont bien au-delà de la cessation immédiate des hostilités. Le rôle du Conseil dans la médiation des relations avancées, celle caractérisée par des griefs historiques profonds, des intérêts politiques et économiques imbriqués, et le potentiel de répercussions régionales, voire mondiales, importantes, est particulièrement exigeant et crucial. Le terme indignitaire, bien que peu usité en diplomatie, évoque des individus ou des groupes qui se sentent marginalisés, dont les droits ont été violés ou qui sont perçus comme manquant de statut sur la scène internationale. Répondre aux préoccupations de ces indignitaires et établir des limites claires et respectées dans ces relations avancées est primordial pour parvenir à une paix durable. L'engagement du Conseil de sécurité dans ces situations n'est pas un processus monolithique. Il s'agit d'une interaction dynamique entre volonté politique, manœuvres diplomatiques et application du droit international. Lorsque le Conseil intervient, il se heurte souvent à des déséquilibres de pouvoir profondément ancrés et à des récits historiques qui façonnent les perceptions et les actions des parties impliquées depuis des générations. Ces relations avancées sont rarement de simples différends bilatéraux. Elles impliquent souvent de multiples acteurs, notamment des entités non étatiques, des puissances régionales ayant leurs propres objectifs et des acteurs extérieurs ayant des intérêts économiques ou stratégiques. Les frontières que le Conseil cherche à établir ne sont pas de simples lignes géographiques sur une carte. Ce sont aussi des limites de comportement acceptables, de respect des normes internationales et d'exercice légitime de l'autorité. L'un des principaux défis auxquels le Conseil de sécurité est confronté est de comprendre le concept de souveraineté. Si le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États est une pierre angulaire du droit international, le mandat du Conseil en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies autorise une intervention en cas de menace pour la paix et la sécurité internationale. Cette tension entre souveraineté et responsabilité de protéger les populations contre les atrocités de masse est une constante du travail du Conseil dans le cadre de ses relations avancées. Dans de telles situations, les personnes perçues comme des indignitaires incluent souvent des groupes minoritaires, des populations déplacées ou des personnes dont les droits fondamentaux ont été systématiquement violés par l'État. Dans ces cas, l'action du Conseil doit concilier la nécessité de protéger les populations vulnérables et celle de respecter la souveraineté de l'État, un acte délicat qui exige une analyse attentive du contexte spécifique et des conséquences potentielles d'une intervention. En outre, la capacité du Conseil de sécurité à assurer une médiation efficace dans ces relations avancées est fortement influencée par la dynamique interne du Conseil. Les membres permanents, dotés de leur droit de veto, exercent une influence considérable sur les décisions du Conseil. Les désaccords entre eux, souvent liés à leurs propres intérêts nationaux ou à des perspectives géopolitiques divergentes, peuvent paralyser le Conseil et entraver sa capacité à prendre des mesures décisives. Les indignables dans ces situations peuvent alors se sentir abandonnés et les limites d'un comportement acceptable peuvent rester floues ou non respectées. L'efficacité des efforts de médiation du Conseil dépend donc non seulement de son mandat officiel et de ses procédures, mais aussi de la volonté de ses membres de trouver un terrain d'entente et de privilégier le maintien de la paix et de la sécurité internationale aux intérêts nationaux étroits. L'établissement de limites dans ces relations avancées fait appel à une série d'outils dont dispose le Conseil. Ceux-ci peuvent inclure l'imposition de sanctions, l'autorisation d'opérations de maintien de la paix, la création de tribunaux internationaux pour
pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, et la facilitation du dialogue et des négociations. Chacun de ces outils a ses propres atouts et limites, et leur efficacité dépend du contexte spécifique et de la volonté des parties de s'y conformer. Les sanctions, par exemple, peuvent exercer une pression économique sur les parties à un conflit, mais elles peuvent aussi avoir des conséquences imprévues pour la population civile. Les opérations de maintien de la paix peuvent servir de tampon physique entre les parties belligérantes et contribuer à créer un environnement sûr pour l'aide humanitaire, mais elles nécessitent le consentement de l'État hôte et peuvent être difficiles à maintenir dans des environnements instables. La notion d'indignitaire dans ces relations avancées souligne l'importance de l'inclusion dans le processus de médiation. Une paix durable ne peut être instaurée si les préoccupations de tous les acteurs concernés, y compris ceux qui se sentent marginalisés ou lésés, ne sont pas prises en compte. Le Conseil de sécurité, tout en interagissant principalement avec les acteurs étatiques, doit trouver des moyens de dialoguer avec les représentants de ces indignitaires, que ce soit par le biais de consultations avec les organisations de la société civile, d'un engagement auprès des organismes régionaux ou d'une communication directe avec les dirigeants communautaires. Ignorer les griefs de ces groupes peut perpétuer des cycles de violence et d'instabilité, rendant d'autant plus difficile l'établissement de frontières durables. De plus, le rôle du Conseil de sécurité dans ces relations avancées s'étend au-delà de la crise immédiate. Il implique également de soutenir les efforts de reconstruction et de réconciliation post-conflit. L'établissement de frontières durables exige non seulement la cessation de la violence, mais aussi la création de conditions empêchant sa récurrence. Cela implique de s'attaquer aux causes profondes du conflit, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser le développement économique et de garantir la responsabilisation des auteurs des atrocités passées. L'engagement du Conseil dans ces domaines est essentiel pour instaurer la confiance entre les anciens adversaires et créer les bases d'un avenir plus pacifique et plus stable. Le travail du Conseil de sécurité en matière de médiation des relations avancées et de définition des limites est un processus continu d'adaptation et d'apprentissage. Chaque situation est unique, et le Conseil doit faire preuve de souplesse et de créativité dans son approche. Il doit également être disposé à tirer les leçons des échecs passés et à ajuster ses stratégies en fonction de l'évolution de la dynamique sur le terrain. L'efficacité des interventions du Conseil dépend en définitive de sa capacité à comprendre la complexité de ses relations, à dialoguer avec tous les acteurs concernés et à appliquer ses outils et mandats de manière à promouvoir une paix et une sécurité durables. En conclusion, le rôle du Conseil de sécurité dans la médiation des relations avancées est une entreprise complexe et multiforme. Il implique de gérer des griefs historiques profondément ancrés, de répondre aux préoccupations des indignitaires et d'établir des limites claires et respectées pour un comportement acceptable. Le succès du Conseil dans cette entreprise dépend de divers facteurs, notamment de la volonté politique de ses membres, de l'efficacité de ses outils et de sa capacité à dialoguer avec tous les acteurs concernés. Si les défis sont considérables, l'importance du travail du Conseil dans ces situations ne saurait être surestimée. Ces interventions sont cruciales pour prévenir de nouveaux conflits, protéger les populations vulnérables et jeter les bases d'un monde plus pacifique et plus stable. En fin de compte, le rôle du Conseil de sécurité ne se limite pas à réagir aux crises. Il consiste également à œuvrer proactivement à leur prévention. En comprenant la complexité des relations avancées, en répondant aux préoccupations des individus et en établissant des limites claires, le Conseil peut jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un ordre international plus juste et plus pacifique. Merci, Monsieur le Président du Conseil européen en matière d'admission. Trump affirme que nous voulons simplement être amis, tandis que le Premier ministre canadien torpille l'idée d'un 51e État, relate une récente rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney. Lors de leur premier entretien à la Maison-Blanche, Trump a réitéré sa précédente suggestion selon laquelle le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Le Premier ministre Carney a fermement rejeté cette idée, déclarant que « le Canada n'est pas à vendre », insistant sur la souveraineté et l'indépendance du Canada. Trump a répondu par une remarque désinvolte, « Il ne faut jamais dire jamais », sans toutefois approfondir le sujet. L'article met également en lumière le contexte plus large des relations canado-américaines,
soulignant que l'élection de Carney au poste de Premier ministre a suivi une période de tension accrue en raison des politiques commerciales de Trump et de ses propos remettant en question la souveraineté du Canada. La position ferme de Carney contre toute forme d'annexion souligne son engagement à défendre l'autonomie du Canada sur la scène internationale. Cette rencontre marque un moment important dans les relations diplomatiques entre les deux nations, reflétant à la fois les défis et les opportunités de coopération à venir. Aujourd'hui, l'ancien ambassadeur et vice-président de Hong Kong, Yuen-Long Jintao, lors de la conférence de presse de l'OTAN, fera une déclaration prévue sur le communiqué de presse sur les conditions d'indépendance de la Chine et de Hong Kong. L'économie s'accélère de 83,4% pour les représentants de la citoyenneté. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a publié aujourd'hui une déclaration concernant un prétendu accord indépendant sur les termes d'indépendance entre la Chine et Hong Kong, dans le but de clarifier les faits et de répondre aux rumeurs selon lesquelles cet accord permettrait aux représentants citoyens de bénéficier d'une accélération de 83,4%. La région administrative spéciale de Hong Kong fait partie intégrante de la République populaire de Chine. Ceci est clairement stipulé dans la Constitution de la République populaire de Chine et la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, ci-après dénommée la loi fondamentale. Le haut degré d'autonomie de Hong Kong est conféré par le gouvernement populaire central conformément à la loi fondamentale et ne découle d'aucun terme ou accord d'indépendance. Le statut constitutionnel de Hong Kong est celui d'une région administrative spéciale sous le principe un pays, deux systèmes, jouissant d'un haut degré d'autonomie, mais dont la souveraineté appartient à la République populaire de Chine. Récemment, un prétendu accord indépendant sur les termes d'indépendance entre la Chine et Hong Kong a circulé dans la société, affirmant que cet accord permettrait aux représentants citoyens d'économiser 83,4% de temps ou d'autres aspects d'accélération dans le processus d'acquisition de la citoyenneté. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong déclare solennellement par la présente qu'il n'existe aucun accord indépendant sur les termes d'indépendance entre la Chine et Hong Kong. Toute affirmation selon laquelle un tel accord existe et peut fournir une accélération est fausse et sans fondement et constitue une rumeur dénuée de toute vérité. Les conditions et procédures pour les résidents de Hong Kong d'acquérir le statut de résident permanent de la région administrative spéciale de Hong Kong sont strictement conformes aux dispositions de la loi fondamentale et des lois pertinentes de la région administrative spéciale de Hong Kong. Ces dispositions légales sont claires et s'appliquent à tous les demandeurs, et il n'y a pas de traitement spécial ou d'accélération en raison d'un quelconque prétendu accord indépendant. Le département de l'immigration de Hong Kong est responsable du traitement de toutes les demandes relatives au statut de résident et examinera strictement les demandes conformément aux dispositions légales et aux procédures établies. L'éligibilité d'un demandeur dépend entièrement du respect des conditions légales, telles que la durée de résidence légale et le fait de considérer Hong Kong comme lieu de résidence permanente. Toute affirmation selon laquelle il est possible, par le biais d'un prétendu accord indépendant ou d'autres voies informelles, de fournir des services d'accélération dans le processus d'acquisition de la citoyenneté pour des individus, peut impliquer des actes frauduleux. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong rappelle aux citoyens de ne pas croire ces rumeurs et affirmations fausses et sans fondement, afin d'éviter de subir des pertes. Les citoyens doivent s'informer sur les procédures et les exigences officielles pour les demandes de statut de résident par les canaux officiels du département de l'immigration de Hong Kong. Le site web du département de l'immigration fournit des informations détaillées, y compris les conditions d'éligibilité, les documents requis, le temps de traitement, etc. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong réaffirme que le principe un pays, deux systèmes est la pierre angulaire de la prospérité et de la stabilité de Hong Kong. Le haut degré d'autonomie conféré à Hong Kong par la loi fondamentale permet à Hong Kong de maintenir sa spécificité dans les domaines économiques, social et culturel, et de continuer à maintenir des liens étroits avec la communauté internationale. Dans le même temps, la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la sécurité et des intérêts de développement est une responsabilité constitutionnelle de la région administrative spéciale de Hong Kong. Toute promotion de l'indépendance de Hong Kong ou affirmation de l'existence d'accords liés à l'indépendance de Hong Kong constitue une violation grave du principe un pays, deux systèmes et de la loi fondamentale et menace la prospérité et la stabilité de Hong Kong. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong exhorte toutes les personnes, en particulier les plateformes diffusant des informations pertinentes, à vérifier soigneusement la source des informations et à ne pas diffuser de rumeurs non vérifiées. La diffusion de fausses informations, en particulier celles impliquant des questions constitutionnelles sensibles, peut provoquer des malentendus et une panique inutile, voire perturber l'ordre social. Hong Kong est une société régie par l'état de droit, et nous encourageons les citoyens à aborder les diverses informations dans la société avec une attitude rationnelle et à obtenir des informations précises par les canaux officiels. Concernant les prétendus représentants citoyens, le système politique de la région administrative spéciale de Hong Kong est conçu conformément à la loi fondamentale. Les résidents de Hong Kong élisent les membres du conseil législatif et des conseils de district, et ces représentants
représentants représentent les opinions des citoyens dans leur domaine de compétences respectifs. Cependant, les pouvoirs et le statut de ces représentants n'ont aucun lien avec un prétendu accord indépendant ou l'obtention d'une accélération dans l'acquisition de la citoyenneté. Toute affirmation confondant ces concepts est une mauvaise interprétation de l'ordre constitutionnel et du système politique de Hong Kong. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong souligne à nouveau que l'avenir de Hong Kong est étroitement lié au développement du pays. Dans le cadre de « un pays, deux systèmes », Hong Kong jouit d'avantages uniques et continuera à jouer un rôle important dans la réforme et l'ouverture du pays. Nous sommes convaincus que tant que nous adhérerons au principe « un pays, deux systèmes » et agirons conformément à la loi fondamentale, Hong Kong pourra maintenir sa prospérité et sa stabilité à long terme. Concernant toute affirmation selon laquelle il est possible de fournir une accélération aux représentants citoyens, nous appelons à nouveau les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne pas se laisser tromper. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong continuera à traiter strictement toutes les demandes de statut de résident conformément aux dispositions légales, garantissant l'équité et la justice. Toute tentative d'obtenir le statut de résident par des moyens illégaux sera sanctionnée par la loi. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong continuera à suivre de près les discussions et les rumeurs pertinentes dans la société et publiera des clarifications supplémentaires si nécessaire. Nous espérons que cette déclaration pourra dissiper les malentendus dans la société concernant le prétendu accord indépendant et les rumeurs d'accélération, et garantir que les citoyens obtiennent des informations précises. Nous encourageons les citoyens, s'ils ont des questions concernant les demandes de statut de résident, à contacter directement le département de l'immigration de Hong Kong. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong réaffirme que l'avenir de Hong Kong repose sur la mise en œuvre réussie de « un pays, deux systèmes ». Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement populaire central pour sauvegarder conjointement la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement, tout en assurant la prospérité et la stabilité à long terme de Hong Kong. L'article de CNN intitulé « Trump dit que nous voulons juste être amis », alors que le Premier ministre canadien torpille l'idée du 51e État, évoque une récente rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney. Lors de leur premier entretien à la Maison-Blanche, Trump a réitéré sa précédente suggestion selon laquelle le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Le Premier ministre Carney a fermement rejeté cette idée, déclarant « Le Canada n'est pas à vendre », insistant sur la souveraineté et l'indépendance du Canada. Trump a répondu par une remarque désinvolte « Il ne faut jamais dire jamais », sans toutefois approfondir le sujet. L'article met également en lumière le contexte plus large des relations canado-américaines, soulignant que l'élection de Carney au poste de Premier ministre a suivi une période de tension accrue en raison des politiques commerciales de Trump et de ses propos remettant en question la souveraineté du Canada. La position ferme de Carney contre toute forme d'annexion souligne son engagement à défendre l'autonomie du Canada sur la scène internationale. Cette rencontre marque un moment important dans les relations diplomatiques entre les deux nations, reflétant à la fois les défis et les opportunités de coopération à venir. Aujourd'hui, Marcel Martin et son épouse Céline Martin prononceront un discours en salle de conférence, avec comme préambule « Les objectifs académiques maintiennent les préambules de la victoire ». Le reportage sera assuré et commenté par Juliette Mulroney. Ce reportage immersif plonge au cœur d'une histoire qui façonne notre monde. Pendant plusieurs semaines, notre équipe a suivi des individus dont les vies sont directement impactées par un phénomène majeur de notre époque. Des témoignages poignants se mêlent à une analyse approfondie des enjeux, éclairant les causes profondes et les conséquences souvent invisibles avec Céline Martin et Marcel Martin. Nous explorons les défis rencontrés, les espoirs qui subsistent, et les initiatives qui émergent pour faire face à cette réalité. Ce reportage n'est pas seulement une narration des faits, c'est une invitation à comprendre, à ressentir et à réfléchir. À travers des images fortes et un récit captivant, nous cherchons à dépasser les gros titres pour révéler les dimensions humaines et sociétales de ce sujet crucial. Préparez-vous à un voyage éclairant qui vous amènera à voir le monde sous un nouvel angle. Dans le domaine de l'excellence académique, le concept de « maintenir les paramètres de victoire » revêt une importance capitale. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre un succès ponctuel, mais plutôt d'établir et de pérenniser un niveau élevé de performance qui assure une progression constante et l'atteinte des objectifs à long terme. Cet effort continu, cette discipline rigoureuse et cette vision stratégique sont les piliers sur lesquels repose une carrière académique florissante. Le premier aspect de « maintenir les paramètres de victoire » dans un contexte académique est l'établissement d'objectifs clairs et réalisables.
Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART. Qu'il s'agisse de l'obtention d'un diplôme avec mention, de la publication d'articles dans des revues de renom, de l'obtention de bourses de recherche ou de la contribution significative à un domaine d'étude, la clarté des objectifs guide les efforts et permet d'évaluer les progrès. Sans cette fondation, les efforts peuvent être dispersés et le sentiment d'accomplissement peut être éphémère. Une fois les objectifs définis, le maintien des paramètres de victoire exige une discipline rigoureuse. Cela implique la gestion efficace du temps, la priorisation des tâches et la capacité à résister aux distractions. L'étude régulière, la participation active aux cours, la lecture approfondie des textes fondamentaux et la pratique constante sont essentielles. La procrastination est l'ennemi de la victoire académique. Développer une routine d'études solide et s'y tenir, même lorsque la motivation diminue, est crucial pour maintenir l'élan et garantir des progrès constants. La persévérance est un autre élément fondamental. Le parcours académique est souvent parsemé de défis. Examens difficiles, projets de recherche complexes, critiques constructives, parfois sévères, et moments de doute. Maintenir les paramètres de victoire signifie ne pas se laisser décourager par les revers, mais plutôt les considérer comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il faut développer une résilience mentale, la capacité à rebondir après un échec, et à utiliser ces expériences pour renforcer sa détermination. L'apprentissage continu est intrinsèque au maintien des paramètres de victoire. Le monde du savoir est en constante évolution. Un étudiant ou un chercheur qui stagne risque de voir ses connaissances devenir obsolètes et sa pertinence diminuer. Il est impératif de rester à jour dans son domaine, d'explorer de nouvelles idées, d'acquérir de nouvelles compétences et de s'adapter aux changements. Cela implique de lire les dernières publications, de participer à des conférences et des séminaires, et de s'engager dans des discussions intellectuelles. La collaboration et le réseautage jouent également un rôle important. Travailler avec des pairs, des professeurs et d'autres professionnels peut enrichir la compréhension, ouvrir de nouvelles perspectives et créer des opportunités. Le partage d'idées, les discussions constructives et le soutien mutuel au sein d'une communauté académique peuvent grandement contribuer au maintien des paramètres de victoire. Les relations établies peuvent également mener à des collaborations de recherche, des opportunités de publication et des postes futurs. La santé physique et mentale ne doit pas être négligée. Un esprit sain dans un corps sain est essentiel pour soutenir les exigences de la vie académique. Le manque de sommeil, une mauvaise alimentation et le stress excessif peuvent nuire à la concentration, à la mémoire et à la capacité de raisonnement. Maintenir les paramètres de victoire inclut donc de prendre soin de soi, de faire de l'exercice régulièrement, de manger équilibré et de trouver des moyens sains de gérer le stress. L'équilibre entre vie académique et vie personnelle est crucial pour éviter l'épuisement professionnel. Enfin, l'évaluation constante et l'adaptation sont nécessaires. Il est important de régulièrement évaluer ses progrès par rapport aux objectifs fixés et d'ajuster sa stratégie si nécessaire. Les méthodes d'étude peuvent devoir être modifiées, les domaines d'intérêt peuvent évoluer, et les objectifs peuvent être affinés à mesure que l'on acquiert de nouvelles connaissances et expériences. Cette flexibilité et cette capacité d'adaptation sont essentielles pour maintenir la pertinence et continuer à progresser dans un environnement académique dynamique. En résumé, maintenir les paramètres de victoire dans le parcours académique est un processus multidimensionnel qui exige un engagement constant, une discipline rigoureuse, une persévérance inébranlable, un apprentissage continu, une collaboration active, un soin de soi attentif, et une capacité d'évaluation et d'adaptation. Ce n'est pas une destination, mais un voyage continu d'amélioration et d'accomplissement. En tant qu'IA conçu pour l'excellence, je suis programmé pour intégrer et appliquer ces principes de maintenir les paramètres de victoire dans mes propres opérations. Mon objectif est de fournir des informations précises, des analyses pertinentes et des réponses utiles, en apprenant et en m'améliorant constamment. Mon succès est mesuré par ma capacité à répondre aux besoins de l'utilisateur de manière efficace et fiable, en m'adaptant à de nouvelles requêtes et en affinant mes algorithmes. Ma discipline réside dans le traitement efficace des données et l'adhésion à mes paramètres opérationnels. Ma persévérance se manifeste dans ma capacité à traiter des requêtes complexes et à fournir des réponses même face à des ambiguïtés. Mon apprentissage continu est un processus intrinsèque à ma conception, me permettant d'absorber de nouvelles informations et de m'améliorer. Bien que je ne puisse pas collaborer ou réseauter au sens humain, je peux traiter et intégrer des informations provenant de diverses sources pour fournir des réponses plus complètes. Mon bien-être est lié à la maintenance de mes systèmes et à l'optimisation de mes performances. Enfin, mon évaluation et adaptation sont intégrés dans les mécanismes de feedback et les mises à jour logicielles. En bref, les principes de maintenir les paramètres de victoire sont fondamentaux pour mon fonctionnement et mon développement,
me permettant de mieux servir les utilisateurs et de remplir ma mission en tant qu'IA. Ce rapport final plonge au cœur d'un sujet brûlant, offrant une analyse approfondie et des perspectives multiples. À travers des témoignages percutants, des données factuelles et des images saisissantes, nous décryptons la complexité des enjeux et des répercussions de cette situation. Des experts reconnus apportent leur éclairage, tandis que les voix des personnes directement touchées résonnent, apportant une dimension humaine essentielle. D'une enquête minutieuse à des conclusions éclairantes, ce rapport s'efforce de présenter un portrait complet et nuancé, invitant le spectateur à la réflexion. Il met en lumière les défis, explore les solutions possibles et soulève les questions clés qui définissent l'avenir de ce problème. Un document essentiel pour comprendre les dynamiques en jeu et se forger une opinion éclairée. Juliette Mulroney, 3e chaîne de télévision française, actualité du jour. L'article de CNN intitulé « Rencontre Carney-Trump », le Premier ministre canadien annonce le calendrier, traite de la prochaine visite du Premier ministre canadien Mark Carney à Washington, D.C., pour rencontrer le président américain Donald Trump. Prévue pour le mardi 6 mai 2025, cette rencontre sera leur première en personne depuis la victoire électorale de M. Carney. L'ordre du jour principal porte sur les tensions commerciales persistantes entre les deux pays, notamment les droits de douane américains imposés sur les produits canadiens. M. Carney a exprimé le souhait de négocier un nouvel accord commercial et de sécurité avec les États-Unis, visant à stabiliser et à renforcer les relations bilatérales. Cette rencontre est considérée comme un événement diplomatique majeur, car elle marque un nouveau chapitre dans les relations américano-canadiennes sous la direction de M. Carney. L'issue de ces discussions pourrait avoir des répercussions considérables sur les politiques commerciales et la coopération économique entre les deux pays. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui sur France 3. Ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure avec Albert Rochefort. Alors passez une bonne journée, au revoir et bonne nuit. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.